C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Dans le Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Ce bonhomme là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Là, c'est truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là, c'est le l'attaquant. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeux en triangle. L'un est occupé à révolutionner le journalisme lyonnais, l'autre nous revient tout droit de Wall Street et moi je les attendais tranquillement à ma table. Très content de vous retrouver, David et Geoffrey. Salut Arthur, salut Geoffrey. Salut vous deux. Bah écoutez, en plus ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on s'était pas mis autour de la table pour discuter football là, donc on était impatients de se retrouver. Avec un beau soleil à la fenêtre, toutes les conditions se réunissent pour faire un grand podcast. Le rappel classique avant de se lancer, on a besoin de vos notes, de vos partages, commentaires, pouces bleus sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Pour mériter ça, on essaye de vous faire vibrer par le choix du sujet, et en voici un qui devrait parler à bon nombre d'entre vous. Le thème du jour, on n'est pas peu fiers de l'avoir appelé Vice Vista, avec 3 milieux de terrain qu'on admire autant qu'on a envie d'insulter par moment. C'est parti pour un épisode autour de Sergio Busquets, Casemiro et Thiago Motta. Un peu de drame au milieu de toute cette légèreté ambiante, c'est parti pour l'opération Sentinelle. Geoffrey, à toi l'honneur pour cet échauffement. Bah, sans surprise pour mes deux acolytes, je vais m'échauffer devant la maestria de Thiago Motta. Et, alors pour moi, il y a... On a dit qu'on commençait pas par le classement. C'est en inverse pour une fois. Et donc du coup, déjà il y a une image, si je dois garder vraiment une image du Thiago Motta parisien, parce que forcément c'est celui que j'ai le plus vu, c'est une image que j'ai beaucoup regardée sur YouTube, c'est le but de Thiago Silva à Chelsea quand Paris se qualifie, donc c'est en 8ème de finale de Ligue des Champions 2015, match retour, Paris qui est à 10 après l'expulsion de Zlatan, et qui finit par se qualifier en prolongation sur un corner de Thiago Motta et une tête de Thiago Silva. Et donc en fait je l'ai vu dans toutes les versions possibles et imaginables, soit celle de Canal avec c'est Margoton et Rémi Garde, qui d'ailleurs est dans un état assez incroyable, et la version Bein qui est Smaïl Bouabdella et Bruno Chéroux. Et donc du coup c'est vraiment, pour moi c'est l'image marquante de Thiago Motta à Paris, surtout que ce corner tiré sortant et tout, c'était pas trop dans les habitudes de Thiago à l'époque. Et après il y a un truc vraiment très personnel, c'est que je pense que c'est un des 3 joueurs qui a le plus influencé, après je me prends pas du tout pour un autre et tout, mais qui a le plus influencé ma façon de jouer au foot maintenant. C'est-à-dire que autant quand j'étais jeune, j'étais très influencé par Zidane par exemple. Et en fait, avec l'âge, j'ai reculé sur le terrain naturellement, donc je me suis retrouvé à vouloir jouer 6 et à jouer 6, etc. Et c'est un des joueurs, parce qu'il était gaucher, parce que à l'époque, j'allais beaucoup au parc, donc je le voyais jouer quasiment toutes les semaines et tout. Bah, c'est un des joueurs qui m'a vraiment le plus influencé dans ma façon de voir le foot et de concevoir la façon dont moi je devais jouer. Je vois très peu de différence entre Thiago Motta et Geoffrey Sainz sur un terrain. Merci beaucoup, Arthur. Par contre, je vois un peu David, plus dis pas la même chose. je vois un petit peu plus de différence entre Casemiro et moi. Ça se joue à la marge, hein, mais... Non, pour Casemiro, moi, quand on pense à Casemiro, on pense à ce Real très dominateur et on pense évidemment à la Ligue des Champions. Alors forcément, ça m'a amené à me repencher sur cette finale de Ligue des Champions 2017 contre la Juve. Le Real gagne 4-1. Casemiro met le deuxième but, alors d'une frappe déviée par Khedira qui prend une trajectoire absolument improbable. Et je trouve que c'est un bon symbole de ce qu'était ce Real imbattable, qui avait la réussite avec lui parce qu'il savait la provoquer. Mais dans cette finale, voilà, Mandzukic égalise avec un but absolument incroyable. Et tu te dis que même en marquant comme ça, même en poussant le Real dans ses retranchements, tu peux rien faire et à la fin ça fait 4-1. Donc voilà, j'associe beaucoup Casemiro de manière très globale à ce Real-là qui gagne 3 Ligues des Champions de suite. Et celle-ci c'est la deuxième avant celle de 2018. Donc voilà ce que m'a évoqué Casemiro. Pour Sergio Busquets, j'ai un peu le même sentiment, c'est que c'est vraiment un milieu qui était dans une force collective qui a été le Barça de Pep Guardiola. Donc en termes d'image forte de Busquets, j'en aurais pas à proprement parler,
mais c'est plus son choix de récupérer le numéro 5 au Barça, en guise d'hommage à Carles Puyol qui avait pris sa retraite 2 ans avant. Et je trouve que c'est un geste fort dans le sens où ça montre bien l'ADN Barça qui est intégré dans Sergio Busquets, aussi bien par sa formation, mais aussi par le fait qu'il est un fils de ancien gardien du Barça. Et je trouve que ce choix fort et symbolique de reprendre le numéro 5 symbolise vraiment ce côté barcelonais, blaugrana chez Busquets. Et ben, on va en parler plus en détail de Busquets tout de suite dans le match. Ça fait un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence donc avec le milieu de terrain espagnol de 33 ans qui fait 1m89, qui est évidemment formé au Barça et il a commencé en 2008 chez les professionnels avec les Blaugrana. On peut peut-être parler du type de joueur qu'il est pour commencer. Alors, il est grand, mais il n'a pas pour autant des qualités athlétiques incroyables, Busquets. Il est formé à la Masia, mais je ne trouve pas qu'il ait des qualités techniques hors normes. C'est un joueur qui est très propre, mais je ne trouve pas que ses qualités techniques soient hors normes. Donc moi, je trouve que sa principale qualité, enfin comment on peut le définir, c'est que c'est un joueur qui est très cérébral en fait, très porté sur l'anticipation, sur la lecture, sur l'intelligence de jeu. Ouais, et du coup, moi, j'y verrais dans un autre côté un espèce de point négatif sur ce profil, c'est que je trouve qu'il a un profil un peu unidimensionnel par rapport à ce qu'on pourrait avoir avec les deux autres. Il a vraiment ce rôle de sentinelle dans un milieu à 3 où c'est vraiment lui qui est à la pointe basse de ce triangle et même qui arrive avec la révolution du Barça, qui se met entre les deux centraux pour venir récupérer le ballon. Et ce côté, ce côté unidimensionnel fait que de mon côté, je trouve qu'il n'est pas vraiment dans le dépassement de fonction. Alors oui, c'est vrai qu'il est très bon dans le redoublement de passes. Il a une qualité pour éliminer l'adversaire avec ses crochets derrière la jambe ou faire je vais à gauche, je vais à droite pour mettre le tournier à l'adversaire. Mais pour moi, il a ce côté un peu trop sentinelle numéro 6, pur et dur, quoi. Ah, là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour le coup, techniquement, il a vraiment cette qualité pour garder la balle en toute situation. Je trouve qu'il est très très fort pour sortir d'un pressing adverse. Et c'est là où pour le coup, je trouve qu'il y a un peu l'identité Masia, c'est le pied toujours près du ballon, la capacité de faire des râteaux, roulettes, toutes les surfaces du pied, il les maîtrise. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un pur joueur de sentinelle avec cette capacité vraiment, je trouve, à casser le pressing adverse. Donc soit par la faculté à sortir lui-même de situation, soit parce que c'est quand même un maître de la passe vers l'avant et surtout de la passe cachée. Très très fort sur arriver à trouver l'angle qu'on ne pensait pas qu'il puisse trouver à ce moment-là. Et donc pour trouver des joueurs entre les lignes, c'est, je trouve, un des meilleurs qu'on ait eu, même si on parlera de Mota plus tard. Voilà, pour moi, il y a vraiment un peu une filiation entre les deux sur vraiment cet aspect-là. Alors tu parles des passes, je me suis amusé à regarder un petit peu les statistiques à comparer avec les deux autres, les statistiques de passes. C'est lui qui a le pourcentage le plus élevé de passes réussies parmi les 3 joueurs. Par contre, il fait moins de longs ballons que les autres, il y a beaucoup moins de transversales. Et surtout, il n'a jamais en Liga depuis... Alors, je me suis renseigné sur le site WhoScored qui analyse depuis la saison 2009-2010. Donc, depuis cette saison-là, il n'y a jamais une saison de Liga où il a atteint la moyenne ne serait-ce que d'une passe clé par match. C'est-à-dire que tu es souvent à 0,7, 0,8. Je trouve que c'est assez faible pour un joueur qui joue à ce poste-là dans une équipe qui a autant le ballon que le Barça. Moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu surpris. Et du coup, ça confirme une impression que j'avais, que c'est un joueur qui est un petit peu en pantoufle globalement, de par le style du Barça, de par son positionnement, et par d'autres choses aussi. C'est-à-dire que en jeune, c'est Guardiola qui l'entraînait, il passe en pro, c'est de nouveau Guardiola, donc t'es dans un certain confort. En sélection, tu joues, alors c'est un petit peu moins vrai ces dernières années, mais tu joues pendant longtemps avec les coéquipiers qui sont tes coéquipiers de club, et ça va certainement revenir avec Gavi, avec Pedri, etc. C'est déjà le cas même. Donc globalement, on est un joueur qui est plutôt dans la tranquillité. Alors il l'a mérité cette tranquillité, parce qu'il faut mériter d'être titulaire dans ce Barça-là tout le temps, mais un peu en pantoufle quand même, Busquets. Ouais, du coup, moi j'ai souvent cette image de contrôle-passe. C'est un peu Busquets, la définition de ce qu'on t'apprend quand t'es petit, quand tu commences à jouer au foot. C'est tu fais un contrôle, tu fais la passe directe. Il a comme tu disais au début,
ce niveau cérébral pour anticiper déjà sa position du corps par rapport au ballon. Et pour ensuite, après, devant lui, il avait Iniesta et Xavi, qui étaient au final les vrais maîtres du jeu du jeu barcelonais. Donc, ce qui explique un peu ces passes clés un peu en dessous. Et je trouve qu'au final, il y a ce côté affiliation avec Pep Guardiola dès le début avec l'équipe B, puis ensuite avec les pros. Et c'est un style qu'il a réussi à amener dans cette nouvelle Roja avec la nouvelle génération de Luis Enrique, parce qu'on l'annonçait vraiment sur le déclin, même cramé, quoi, parce que au final il joue au Barça parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence à proprement dit à son poste. Et au final, à l'Euro 2020 et même pendant la Ligue des Nations, on a vu l'importance que pouvait avoir Busquets, même en étant un joueur entre guillemets de l'ombre, dans ce rôle de leadership et de maître du jeu offensif espagnol. Il faut quand même rappeler qui a gagné la Ligue des Nations. Oui. Toujours important. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que, en effet, on l'annonçait vraiment cramé. Et en fait, je trouve que ça montre un petit peu aussi ce qu'est Busquets, dans le sens où c'est un joueur qui, mine de rien, a besoin d'un collectif fort autour de lui. Et on sent que l'Espagne, c'est un collectif qui s'est très bien construit. Luis Enrique a bien bâti son affaire, avec des joueurs très complémentaires autour de Busquets, justement, qui ont l'activité et le rayonnement que lui ne peut plus avoir, parce qu'on sent que c'est un gars qui déjà n'a jamais eu une zone d'action très élevée et qui là, passé la trentaine, voilà, clairement, comme tu dis, il est en pantoufles, mais là c'est vraiment le niveau au-dessus encore des pantoufles, il est en charentaise. Et donc du coup, ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé avec l'Espagne, parce que on a vu que ce Busquets-là, mis encore dans les bonnes conditions, ça restait un très fort joueur, un joueur qui te cornaque une équipe comme peu de joueurs vraiment. Et là où je suis... Quand vous dites tout à l'heure qu'il n'a jamais été mis vraiment en concurrence et tout, c'est complètement vrai. Et en fait, il l'a mérité à la fois par son niveau et aussi par le fait qu'il est tout le temps là et jamais blessé. Oui. Donc du coup, tu n'as même pas besoin d'avoir une solution bis, parce que le mec, il joue, j'ai regardé 48 matchs de moyenne par saison en club, toutes compétitions confondues. Enfin, c'est monstrueux en fait. Le mec est tout le temps là. Donc du coup, c'est aussi parce que physiquement, il n'a pas non plus à se dépenser des masses sur un terrain. Mais c'est quand même vraiment impressionnant, et c'est aussi pour ça que le Barça ne s'est jamais dit on va aller chercher une solution bis, quoi. C'est vrai qu'il y a très très peu de saisons à moins de 30 matchs de Liga par saison, ouais. Donc ça c'est assez fort. En fait, Busquets, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, c'est un facilitateur de jeu, d'où ce que tu disais sur le fait qu'il a besoin quand même d'être entouré. C'est pas quelqu'un qui va être un immense créateur. Et du coup, il est assez comparable à Rodri, qui a amené à être son successeur dans ce registre, voire à qui il est associé parfois avec l'Espagne. Mais c'est des joueurs qui, à l'entrée des 30 mètres adverses, limite c'est je me retire et les autres, à vous de faire. Busquets, parmi les trois, c'est celui qui frappe le moins. Il n'y a pas beaucoup de buts, alors je ne sais plus si j'ai les stats. Si, il a 16 buts en carrière, moi j'ai noté. 16 buts en carrière, en club, 2 avec l'Espagne. Et 42 passes décisives sur 665 matchs, c'est quand même c'est très faible. Si on regarde le chiffre comme ça, après il faut le remettre en perspective, mais c'est pas très élevé, quoi. Ouais, ça rejoint un peu ce côté unidimensionnel et aussi ce côté de pente descendante avec ce Barça qui est sur le déclin. Je trouve que les difficultés qu'il y a eu au Barça ces dernières années ont un peu fait ressortir, pas les lacunes de Busquets, mais comme tu le disais, Geoffrey, ça n'a jamais été un mec qui va faire 9 secondes au 100 mètres. Et sa lenteur, qui existe depuis ses débuts, se retrouve beaucoup plus mise en avant, avec un bloc du Barça beaucoup plus étiré. Et il est moins dans cette zone de confort où il y a quelqu'un à côté de lui qui peut compenser. De Jong, on attendait que De Jong soit un peu ce nouveau Xavi, et il est plus dans un rôle de box-to-box que par rapport à Xavi. Et du coup, je trouve que c'est des défauts qui ressortent. On l'avait vu pour le Classico, le match aller. Il est mis sous pression, et en finale, il n'a pas de solution autour de lui parce que c'est vraiment tout élargi. Il perd le ballon et derrière, Vinicius va ouvrir le score. Et du coup, ça fait ressortir un peu ce côté unidimensionnel, quoi. Ouais, et puis tout à l'heure, tu parlais de sa filiation avec Puyol, le fait d'avoir repris le numéro 5 et tout.
Je trouve que c'est aussi, il y a aussi une filiation dans le sens où c'est la caution bad boy du Barça. Il y a toujours eu un petit peu ce joueur, même dans les équipes les plus flamboyantes du Barça, toujours eu un peu ces joueurs truqueurs, simulateurs, les petits coups dans le dos qu'il faut avoir dans une équipe, hein, on le sait tous. On les déteste quand c'est l'adversaire, on les adore quand ils sont dans notre équipe. Voilà, je pense à Puyol, je pense à même à Dani Alves ou à Luis Suarez, ce type de profil-là qu'a eu le Barça. Et Busquets, pour le coup, c'est vraiment ce profil-là. D'ailleurs, il y a une histoire avec Thiago Motta, on en parlera peut-être quand on parlera de Motta. Mais donc voilà, je trouve que c'est aussi cette caution-là. Et c'est intéressant d'avoir ce profil de joueur parce que c'est des joueurs qui vont te donner un ton, qui vont impressionner l'adversaire, qui vont aussi mettre ses coéquipiers dans le bon sens et dans la bonne énergie, la bonne envie dans des matchs importants. Donc voilà, c'est aussi un joueur qui a mine de rien un vrai leadership et on le voit parce qu'il est capitaine maintenant avec l'Espagne. Donc voilà, c'est un joueur qui a aussi cette âme de leader. Ouais. Pour aller dans ton sens, 159 cartons jaunes Busquets en carrière, c'est assez loin devant Casemiro qui est à 125 et de Motta qui est à 127. Donc voilà, ça rejoint bien ce que tu dis. Et on a quand même tous cette image de Busquets, je sais plus quel match c'était, cette image de Busquets qui est au sol et qui ouvre ses mains et regarde entre ses doigts pour voir si l'arbitre avait vu. Bon bref, si on est bon, messieurs, on va pouvoir enchaîner avec Casemiro. Alors, le Brésilien de 30 ans, 1m85, je trouve que visuellement il fait moins, mais 1m85. C'est plus cube. Ouais. Tout a commencé en pro à Sao Paulo pour lui, où il a joué entre 2010 et 2013. Ensuite, il a rejoint le Real en janvier 2013. Il a d'abord joué avec les jeunes, puis ensuite il a été prêté une saison à Porto en 2014-2015. Ça, je l'avais complètement oublié personnellement. Et donc depuis, il s'est largement imposé au Real. Avec Casemiro, on a le joueur qui a la dimension la plus athlétique parmi tous. Lui est un joueur qui vraiment est capable de mettre cet impact-là. Il est capable de faire mal, de tacler. On est dans un côté un peu plus bestial que les deux autres quand même avec le Brésilien, je trouve. Pour le coup, c'est presque l'inverse de Busquets dans le sens où Busquets, il faut qu'il ait deux joueurs autour de lui qui aient l'activité que lui n'a pas forcément. Et Casemiro, il permet au Real de jouer avec des profils comme Modric et Kroos, même si Kroos c'est un peu moins vrai, mais un Modric maintenant aujourd'hui, on sent bien que le volume de course il commence à être compliqué, qui permet au Real de continuer à jouer avec Kroos et Modric tout en n'ayant pas de problème d'équilibre et pouvoir garder ce trio qui a régné sur l'Europe pendant des années. Et donc c'est vrai que c'est vraiment impressionnant et je trouve que il a vraiment cette activité qui en fait qu'aujourd'hui c'est l'homme clé presque du milieu du Real. L'homme clé aussi du milieu du Brésil. C'est un joueur qui s'est vraiment imposé comme un joueur indispensable parce qu'aussi je trouve que ce côté qui avait un peu au départ vraiment besogneux, il l'a fait évoluer techniquement. C'est un joueur qui a énormément progressé techniquement. Franchement, moi je le trouve des fois même impressionnant sur certains matchs dans sa capacité à trouver notamment des longs ballons très intéressants, avoir beaucoup de finesse technique. Donc non, franchement, je trouve que c'est un joueur qui aujourd'hui a pris une vraie dimension dans ce poste de sentinelle. Ouais, et puis il peut remercier, je trouve, Zidane, parce que tu parlais de son prêt à Porto, que tu avais oublié. C'est vraiment la bascule dans son apprentissage du football européen, où il arrive à 20 ans, je crois, au Real. Il fait une ou deux saisons avec la Castilla, et du coup, il part à 23 ans à Porto. Et à Porto, il goûte à la Ligue des Champions en tant que titulaire. Je crois qu'ils font quart finale. Il est titulaire indiscutable dans cette formation. Et quand il revient au Real, du coup, il y a Zidane qui arrive aussi. Il a 24 ans, donc il est dans cet âge de la maturité. Et je trouve que Zidane a profité de son expérience de joueur qu'il a eu au Real quand il est arrivé avec les Galactiques. En prenant l'exemple, je trouve qu'on peut faire un parallèle en Casemiro, Makelele. Comme tu disais, Casemiro permet à Modric et à un degré moindre à Kroos de se porter vers l'avant. Et c'est ce qui se passait aussi au Real du début des années 2000, où Makelele, avec tous ses Galactiques, c'était la caution, on va dire, défensive des Madrilènes. Et il a vraiment ce rôle de ratisseur, d'utiliser toute la largeur du terrain pour aller gratter des ballons dans les pieds, un peu comme l'avait Makelele à l'époque, quoi. C'est vrai que c'est le joueur parfait pour ce Real-là de transition, beaucoup.
parce que autant sur les transitions défensives, c'est un joueur qui est capable, qui tacle beaucoup plus que les deux autres par exemple par match. Il a plus de 3 tacles par match. Il fait plus d'interceptions que les deux autres, donc il gère très bien les transitions, que ce soit dans les anticipations ou quand il faut aller au contact. Et puis dans les transitions offensives, c'est un joueur capable de marquer des buts. C'est même celui qui a presque le plus gros instinct de buteur, même si en fait ils ont le même nombre de buts pour l'instant avec Mota en carrière. Mais un joueur qui frappe en moyenne 1 fois par match, c'est largement plus que les deux autres. Donc capable de mettre de l'impact dans les deux surfaces. Et là où par exemple Busquets n'a jamais profité de sa grande taille pour être agressif dans la surface adverse, Casemiro, lui, il a une attitude que je trouve remarquable d'agressivité dans la sienne évidemment, mais dans la surface adverse pour mettre des têtes, pour être même parfois auteur de buts plus spectaculaires. Très intéressant dans le camp adverse aussi, Casemiro. Ouais, et puis quand tu parles d'agressivité, je trouve qu'elle se symbolise beaucoup dans le corps à corps. C'est-à-dire c'est un joueur très 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 fort dans le duel, très puissant, avec des appuis très forts et qui gratte un nombre de ballons incroyable dans les pieds. C'est un peu, on avait parlé un peu de N'Golo Kanté dans ce rôle-là. Casemiro, je trouve que c'est vraiment aussi un joueur qui se démarque par sa capacité à aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire, là où Busquets et Mota vont plus récupérer par leur sens de l'anticipation, par des fois des tacles pour se mettre dans la ligne de passe, alors que Casemiro va vraiment aller gratter le ballon dans les pieds. Et derrière, encore une fois, c'est là où je trouve que l'évolution est intéressante, c'est la récupération et derrière ce qui se passe. Et Casemiro, je trouve que c'est de plus en plus intéressant ce qui se passe derrière cette récupération où il va vraiment aller fort sur l'adversaire direct. Ouais, c'est un côté un peu chien fou qu'on peut demander à un numéro 6 et à une sentinelle, mais chien fou intelligent. Et c'est vrai, c'est quelque chose quand même qui m'a surpris quand j'ai préparé le podcast, c'est qu'il renvoie un peu cette image de bourrin sur le terrain. Mais au final, depuis le début de sa carrière, il a pris aucun carton rouge. Alors que dans mon imaginaire à moi, je me disais plutôt Casemiro, c'est des trois, c'est peut-être celui qui a pris le plus de cartons rouges. Et c'est ce qui au final n'est pas le cas. Et ça montre aussi son intelligence du coup de jeu dans cette récupération défensive. C'est qu'il y va un peu bourrin, mais en réfléchissant et en anticipant déjà comment il va relancer derrière. Avec Modric et Kroos, c'est toujours plus facile, c'est sûr. Mais il a vraiment eu cette évolution de talent brut à son arrivée au Real, qui a réussi à être poli pour devenir le joueur qu'il est actuellement. Ouais, et du coup, c'est intéressant de voir quel est son rôle aujourd'hui avec l'équipe du Brésil, parce qu'il est un titulaire indiscutable dans cette équipe d'artistes. Il est le vice-capitaine derrière Thiago Silva. À la base, si vous le prenez comme ça, c'est pas forcément le prototype du milieu de terrain brésilien, ou du moins du milieu de terrain qui va être titulaire avec la Seleção. Ça s'est fait en plusieurs temps, un peu ses premières sélections au Brésil. C'était 2011, il est venu, reparti, revenu. Il s'est vraiment imposé depuis 2017. Et voilà, titulaire au Mondial 2018. Il est titulaire pour les 2 dernières Copa América, 2 finales, 1 victoire. Je trouve que son parcours avec l'équipe du Brésil est assez intéressant, étant donné le vivier de joueurs qu'il y a évidemment là-bas. En fait, je trouve que ça montre bien ce qui est devenu Casemiro. Et autant, vous voyez, je disais que Busquets, faut qu'il ait un collectif fort autour de lui et un peu qui s'adapte à ce qu'est Busquets. Je trouve que Casemiro, c'est un joueur que tu peux plug très facilement dans une équipe en fait. Tu peux le mettre un peu dans n'importe quel profil de milieu de terrain aujourd'hui et il arrivera à se débrouiller et il fera le taf en fait. Et ça, pour le coup, c'est une vraie évolution à la fois de son jeu et à la fois de la perception qu'on peut avoir de ce profil-là, quoi. Juste pour terminer, parce qu'on a dit beaucoup de bonnes choses sur lui, je trouve quand même si je suis tout à fait d'accord avec toi Geoffrey sur le fait qu'il a énormément évolué techniquement, ça reste le joueur le moins élégant des trois. Une grosse concurrence en même temps. Les courses sont quand même assez lourdes, je trouve. Le Casemiro, tu sens qu'il y a un peu une charrette quand même de temps en temps, donc des fois tu es à la limite du tag très en retard, mais il arrive toujours à arriver à l'heure. Et puis il y a des conduites de balle un peu tête baissée par moment, il y va un peu un peu tête baissée. C'est un tank, hein. Ouais, c'est un peu un tank, mais vraiment même dans l'attitude. C'était histoire de rajouter quand même, on va pas faire que des compliments aux joueurs dont on parle, ce serait trop beau. On va pouvoir passer à l'ami Thiago Motta. Alors Thiago Motta, l'italien, le brésilo-italien, 1m87, 39 ans.
Il est retraité depuis 2018. Son parcours, Barça entre 99 et 2007. Il joue à partir de 2001 avec les pros. Une petite pige à l'Atlético la saison 2007-2008, pardon. Le Genoa pour une saison encore, celle d'après. L'Inter pour 3 ans entre 2009 et 2012, je vais y arriver. Et puis le PSG entre 2012 et 2018. Et il est maintenant entraîneur de Spezia Calcio, du côté de la Serie A, notre ami Thiago Motta. C'est en fait, on va commencer par là, c'est représentatif du joueur qu'il était, extrêmement intelligent. Il y a plein de choses à dire sur lui, mais l'élégance, l'intelligence et le contrôle du tempo, voilà. Vas-y. Lâche-toi, t'as 10 minutes, t'as 10 minutes, Geoffrey. Je fais la partie tout seul, du coup. Ouais, je suis d'accord. Clairement, il y a tout ça chez Thiago Motta. Et en plus, pour avoir eu la chance d'aller un peu au parc à cette époque-là, même parfois de bosser sur le PSG et tout, c'est un joueur élégant sur le terrain et en dehors. Un mec professionnel qui venait en zone mixte, qui a très vite parlé français, fait l'effort de parler français, qui s'est très vite intégré à la vie parisienne, dans ce club et tout. Franchement, c'est un gars qui, pour moi, qui a laissé une image au club immaculée. Franchement, vraiment, c'est un joueur pour qui j'ai beaucoup d'estime pour ce qu'il a apporté au club. Parce que c'est aussi un symbole du début de ce projet QSI. Il n'arrive pas le premier été, il arrive le premier hiver, en fait, à la mi-saison, avec Alex et Maxwell. Pour moi, c'est vraiment, au final, c'est presque le mercato qui va complètement changer le PSG, alors que l'été d'avant, tu fais ramener Pastore, Matuidi, Sissoko et autres. Mais pour le coup, c'est presque ce mercato hivernal avec juste Alex, Maxwell, Thiago Motta qui change complètement la destinée du PSG. Et derrière, ça va amener Laurent Blanc qui arrive en 2013 et ce trio avec Matuidi, Verratti qui va devenir iconique pour les supporters du PSG, mais je pense que ça va au-delà. L'image de ce trio hyper complémentaire, les redoublements de passes, Motta, Verratti, etc. Je pense que ça, mine de rien, même si ça passait jamais l'écart malheureusement, mine de rien, un peu marqué le foot européen. Donc ouais, ça partait vraiment de lui. C'était le cerveau de cette équipe et en connexion totale avec son entraîneur à ce moment-là. Ouais, tout à l'heure tu parlais un peu du vice un peu que pouvait apporter Busquets dans le Barça de Guardiola et puis même maintenant. Je trouve que Motta, en arrivant au PSG, a aussi apporté ce côté un peu vilain, bad boy, méchant. Un peu plus méchant que Clément Chantôme. Mais qui manquait au PSG, surtout sur la scène européenne. On dit souvent que les matchs, ça se joue aussi au vice, etc. Et du coup, Thiago Motta a ce côté vicelard depuis le début de sa carrière, parce que il commence au Barça, mais il a l'ADN du Barça sans vraiment l'avoir. Il est post-formé au Barça. Ouais, il est post-formé, mais du coup, il a ce côté élégant, ce côté technique, mais avec aussi cette roublardise à l'italienne, même s'il n'est pas italien, mais cette roublardise à l'italienne qui sera mis en exergue du côté de l'Inter de Mourinho, où il sera comme un poisson dans l'eau, quoi, on va dire. Et je trouve que cette roublardise a apporté beaucoup au PSG sur la scène européenne. Ouais, et juste pour revenir sur ce que tu disais, Geoffrey, c'est vrai qu'en me repenchant un petit peu sur des reportages ou des sujets de l'époque à l'arrivée de Thiago Motta, il y a vraiment eu ce déclic, effectivement. En fait, Thiago Motta, ça a été le premier très gros nom. Enfin, moi, en y repensant comme ça, je me rappelais pas que l'arrivée de Thiago Motta avait autant marqué en France. Et en fait, c'est vrai, il a vraiment été considéré comme le premier très gros joueur de cette ère QSI. Et je trouve qu'en fait, à Paris, c'est là où il a été à son prime. Je pense qu'il n'avait jamais été aussi bon, et même lui le disait d'ailleurs dans des interviews. Et c'est quand même assez intéressant son parcours, parce qu'il y a de la Liga, il y a de la Serie A, il y a du PSG. La différence entre l'Inter et le PSG, je pense qu'elle est assez drastique. Mais c'est pas pour eux. Et lui-même disait qu'il était très content d'avoir rejoint Paris parce que il était dans une équipe de possession et que c'était parfait pour ses qualités, mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas été bon avec l'Inter. Au contraire, il a été très bon, il a fait des très bonnes choses dans un style complètement différent. Donc pour le coup, on parlait de confort avec Busquets tout à l'heure, lui il n'a pas été dans le confort toute sa carrière, très loin de là, et je trouve que c'est quelque chose qu'on peut souligner dans son parcours. Donc clairement, son parcours il est presque chaotique. Au départ, il arrive au Barça. Au final, tu as une saison où il va être vraiment titulaire, c'est 2002-2003. Mais sinon, il bascule entre le 11 de départ, le banc, etc. Il se fait une rupture des croisés en 2007.
il va une saison à l'Atlético, l'Atlético le signe Personne un peu s'en libre. rappelle. Voilà, personne s'en rappelle, il a joué 10 matchs, mais parce qu'il revient de blessure, qu'il n'arrive pas à s'intégrer, etc. Et au final, il se retrouve sans club jusqu'en septembre 2008. C'est-à-dire qu'en gros, à l'été 2008, personne ne va le signer. Un joueur, aujourd'hui, c'est inimaginable de se dire, ouais, Thiago Motta était sur le marché des transferts, enfin, même pas sur le marché des transferts, il était libre et personne ne le signait. Et c'est au Genoa qui va se relancer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, je n'avais pas du tout la référence en tête, mais en gros, il est avec Milito au Genoa, c'est le Genoa de Gasperini, et ça fait 4e, et les deux, du coup, partent à l'Inter en 2009-2010 pour faire le triplé direct avec Mourinho. Mais c'est vrai qu'au final, ça montre bien comment il s'est construit dans la difficulté, et ça explique aussi pourquoi. Certainement, il a eu son prime un peu sur le tard. Ouais, du coup, c'est aussi le reproche qu'on peut lui faire, c'est toute cette grosse blessure croisée qui met presque un terme à son aventure au Barça et à cette, on va pas dire à cette rancœur qu'il a, mais on l'a souvent entendu dire qu'il avait quand même, il avait pas trop apprécié la fin de son aventure au Barça et que quand ils sont tombés sur le PSG contre le Barça, il y avait un peu un esprit de revanche, comme il y avait eu avec l'Inter quand il y a eu les demi-finales de Ligue des Champions. On voit souvent Mourinho qui fait le tour du terrain, mais pendant le match, on voit Thiago Motta qui a presque une fierté personnelle de mettre à terre cette dynastie barcelonaise. Et du coup, ces petites blessures ont gâché même son aventure à Paris. À Paris, on a déjà fait un truc sur Verratti. Les deux, tu te dis que si les deux avaient été en pleine possession de leurs moyens tout le temps, comme pouvait être Busquets, même si c'est pas du tout la même dépense d'énergie, le PSG aurait peut-être pu atteindre une finale de Ligue des Champions bien avant 2020. 89 matchs manqués sur blessure pour Thiago Motta en carrière. Pour comparer, c'est 16 pour Busquets, 30 pour Casemiro. Donc c'est juste énorme. Et donc ça fait qu'il a quand même... Enfin, c'est pas forcément lié à ses blessures d'ailleurs, mais j'ai regardé un petit peu son parcours en sélection et même d'autres choses en club. Il y a pas mal de moments forts qu'il rate, Motta, ou qu'il ne vit pas vraiment de la même manière que ses partenaires. Déjà en sélection, ça a commencé tard pour lui, 28-29 ans, ses premières sélections. Il y a l'Euro 2012, il perd sa place de titulaire après les poules. Il rentre en finale, il se claque. Défaite 4-0 contre l'Espagne. Il finit à 10 surtout, parce qu'il rentre, c'était le dernier... Oui, voilà, l'Italie finit à 10, effectivement. Il se blesse 5 minutes après. Donc il y a ça. En club, il est exclu de la demi-finale. C'est le héros. À cause de Busquets. Voilà, à cause de Busquets, mais c'est le héros un peu malheureux. Mais il est exclu, donc c'est ce qui donnera toute la légende de ce match-là et de ce Eto'o qui défend, etc. Mais mine de rien, il est exclu pour cette demi-finale et donc il ne joue pas la finale que remporte l'Inter. Au moment de la victoire du Barça en 2006, il joue pas la demi-retour, il joue pas la finale. Et après des choses un peu moins importantes peut-être, mais mine de rien contre City, ce fameux quart retour PSG City, il se claque aussi en quart retour, il sort sur blessure. Bref, ça fait pas mal de moments ratés par Thiago Motta et j'imagine qu'il y a une frustration pour lui en sélection quand même, mais il a souffert en fait d'un pays qui est maître en la matière. Enfin, dans ce genre de profil, je pense que l'Italie, c'est le pays qui a le plus grand vivier. Enfin, il était quand même en concurrence. Si on défile un peu les années avec Pirlo, Montolivo, De Rossi, Verratti. Bon, après en 2016, on lui a préféré Giaccherini et Parolo. C'est peut-être un peu moins flamboyant. Tout le monde respect là quand même. Mais il y a quand même beaucoup de noms dans ce profil-là. Il en a certainement souffert. Ouais, et puis on parlait de ce carton rouge à Barcelone. En fait, déjà Motta, c'est 13 cartons rouges en carrière. Donc c'est beaucoup. Et en fait, je trouve que c'est là la différence entre Busquets et Motta, c'est que Motta, il est un peu plus émotif que Busquets, et donc du coup, il va pas toujours réussir à le faire en scred en fait, et il se fait pas mal prendre, et ouais, tu le sens beaucoup plus touché par ses émotions sur le terrain, beaucoup plus à vif, et donc du coup, c'est là où je trouve que Busquets, c'est un vrai truand. Motta, il a un petit côté très humain en fait dans sa roublardise, on va dire, alors que Très Busquets... italien, Ouais, très italien, exactement. Alors que Busquets, c'est un peu plus robotique. Et après, juste parce que finalement, on n'a pas trop parlé du footballeur en soi. Pour moi, la vraie différence et la vraie force par rapport aux deux autres, c'est déjà, on a parlé de la capacité de jeu sous pression sur Busquets, mais alors Motta, pour moi, c'est le meilleur. J'ai jamais vu ça. Enfin, la tranquillité de Motta avec le ballon dans n'importe quelle zone du terrain.
dans un style encore différent de Verratti, qui est vraiment dans la prise de risque absolue, Verratti. Mota, c'est en fait, t'as même pas l'impression qu'il prend un risque, t'as l'impression qu'il a tout vu avant tout le monde, une sérénité incroyable. Enfin, franchement, c'est dingue. Il peut te faire des compiles de comment il ressort le ballon. C'est le seul mec, je peux regarder 15 minutes, faire des passes à 30 mètres de son propre but, tellement c'est incroyable. Et quand on parlait tout à l'heure de la passe qui casse les lignes, pour le coup, la grande force du PSG de Laurent Blanc, c'était la connexion Mota-Zlatan en fait. Et donc cette capacité à trouver soit par-dessus, soit dans les pieds, parce que Zlatan décrochait beaucoup, à trouver cette passe-là de 30-40 mètres, des fois ça cassait 2 lignes. Franchement, c'est vraiment là aussi très 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 fort. Ouais, et puis du coup, au final, je trouve que Mota, c'est un peu un mix entre la capacité de projection que peut avoir un Casemiro. Ce qui marquait pas mal au final, même dans le jeu. Et il était souvent avec Verratti, il se complétait parfaitement. Quand il y en avait un qui montait, l'autre prenait sa place en sentinelle et inversement. À la différence d'un il a la capacité de passe et de casser les lignes comme Busquets et cette faculté de projection que peut avoir Casemiro. Et c'est vraiment un mix entre les deux. Et c'est vraiment, comme tu dis, pendant le PSG de Laurent Blanc, c'était vraiment cette connexion Pastore, même s'il était plus souvent blessé, mais Pastore, Ibra, Mota avec Verratti, c'était on va dire un quatuor magique en termes de technique, quoi. C'est vrai que moi, ça a été un peu un paradoxe dans ma tête parce que j'avais cette image d'un joueur dont la zone d'influence était très limitée au rond central, à tout ce qui se passait. Enfin, ça, c'est le moment où il récupérait le ballon, mais en fait, il était capable d'en faire plein de choses avec, effectivement, comme tu disais, une grande décontraction, presque une désinvolture. Enfin, c'est assez hallucinant. Ouais. Et ouais, meilleur pied des trois pour moi. Pied gauche de Mota, grande qualité. Et pas un mauvais joueur de tête, 13 buts de la tête en carrière. Donc son intelligence, elle se retrouvait aussi dans son sens du but quand il était dans la surface adverse. Il est temps de trancher, c'est parti pour le temps additionnel. Additionnel, 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. Bon, on va laisser un peu de suspense. C'est bien vu trancher pour certains du trio. On va commencer par David parce que bon, on va laisser un petit peu attendre Geoffrey avant de mettre Thiago Motta. Je réfléchis encore. Et bah du coup en titulaire, je vais prendre Sergio Busquets. La longévité dans laquelle il est actuellement prouve à quel point il est important aussi bien dans le Barça que dans la sélection espagnole. J'ai vu qu'en moins de 2 ans, après ses débuts en pro, il était déjà à 100 matchs joués avec le Barça en seulement 2 saisons. Donc ça prouve bien que malgré ce côté unidimensionnel, il a quand même été la caution roublardise de ce Barça de Guardiola, celui qui mettait le taquet toujours un peu discrètement, mais qui passait bien auprès de l'arbitre, et en même temps ce côté technique et fin de l'affiliation barcelonaise qu'il a dans le sang, comme on l'a dit avec son père. Donc je le mets titulaire par rapport à tout ça, et puis par rapport à un palmarès extraordinaire. On n'en a pas parlé, mais le mec a tout gagné, quoi. Et il va peut-être, j'espère qu'il gagnera pas avec Europa cette année, mais allez l'OL, hein. Du coup je le mets titulaire en remplaçant je vais mettre Thiago Motta parce que comme on a dit c'est d'une finesse sans nom. Pourtant je suis pas un fan du PSG, hein, mais quand il était au PSG, simplement le regarder, tu pouvais en apprendre beaucoup sur le rôle que pouvait avoir un milieu de terrain dans notre génération 2010-2020. Comme tu l'as dit Geoffrey en échauffement, il a changé aussi cette vision du milieu de terrain, pas très rapide, qui paye pas de mine, mais élégant et toujours le geste juste. Donc je le mets, et puis il a permis ce changement de dimension du club que peut être le PSG. Et enfin Casemiro, je le laisse au placard parce que ça correspond, c'est purement personnel et purement un ressenti, ça correspond un peu moins à mon idéal de sentinelle, de numéro 6 comme je me l'imagine. Après il a clairement un rôle hyper important. C'est peut-être pas le nom qu'on ressortira dans 10 ans quand on parlera de cette fameuse dynastie madrilène, mais comme Makelele à son époque,
s'il n'avait pas été là, l'équilibre madrilène en aurait sûrement souffert, quoi. Alors moi je mets Thiago Motta titulaire parce que peut-être que... Alors je vais pas spoiler sur ce que je vais dire sur Busquets après, mais peut-être que s'il n'avait pas eu cette expérience à l'Inter, comme je le disais plus tôt, diamétralement opposée dans le jeu à celle qu'il a vécue au PSG, peut-être que je l'aurais mis que remplaçant. Mais je trouve qu'en plus d'avoir été le joueur dont on vient de tout dire sur la qualité de pied, sur l'intelligence, sur l'élégance, il a été capable de faire un travail plus besogneux du côté de l'Inter, même si j'ai pas exactement en tête tous les matchs de l'Inter de l'époque, évidemment, mais le style Mourinho n'était pas le même que le style Laurent Blanc, par exemple. Donc il a été moins dans le confort que les deux autres, plusieurs championnats, plusieurs styles de jeu. Et voilà, et là je répète ce que tu dis, David, effectivement, sur le fait qu'il a été très important dans le projet parisien et qui fait partie des joueurs qu'on va pas forcément citer en premier parce que moins clinquant, mais très très important dans ce qui est devenu le PSG aujourd'hui. Et même dans le professionnalisme et dans tout ce qu'il a apporté à ses coéquipiers. Il y a pas mal de sujets aujourd'hui. Il y avait un sujet hommage à un moment, je ne sais plus à quel moment, mais tous les joueurs disaient que c'était incroyable d'avoir joué avec lui. Verratti disait que c'était le meilleur, enfin bref. Donc Thiago Motta titulaire. Remplaçant Casemiro, parce que il y a cette évolution dont a parlé Geoffrey, effectivement. Il est devenu plus fin techniquement. C'est un soldat, il est capable de mettre de l'impact, il est capable de marquer, de couvrir beaucoup de terrain. Et encore une fois, si tu es titulaire au Brésil, avec la sélection, c'est pas pour rien. C'est pas juste un joueur de transition, comme lui demande d'être le Real. C'est aussi un joueur capable d'être là dans une équipe qui a beaucoup le ballon, donc transposable dans plusieurs équipes. Moi j'aime beaucoup, j'ai appris à beaucoup apprécier Casemiro, beaucoup plus que ce n'était le cas il y a encore quelques mois. Et puis Busquets, alors j'adore Busquets, mais il y a ce côté, voilà, trop de confort, comme je le disais plus tôt. J'aimerais le voir dans un environnement différent. J'ai l'impression d'avoir vu toujours la même chose de Busquets, toujours dans le même schéma. Et effectivement, ça s'est un petit peu gâté pour lui quand le Barça était moins bien. Donc ça m'incite pas forcément à le mettre ailleurs qu'au placard. Parce que si j'ai besoin de lui dans une équipe qui joue différemment, je suis pas sûr de sa fiabilité. Donc voilà pourquoi je le mets au placard, l'ami Busquets. Et je vais avoir le même classement qu'Arthur. Pour le coup, avec des arguments qui globalement se rejoignent. Mais voilà, Motta pour moi est mon titulaire, au-delà même de l'aspect très sentimental vraiment que j'ai avec Motta, et je l'assume complètement. C'est un joueur qui m'a marqué très fortement, comme peu de joueurs dans ma vie de suiveur de foot. C'est mine de rien un winner. Il a énormément gagné, 8 titres de champion, 11 coupes nationales. Il y a 2 Ligues des Champions, même si je ne suis pas vraiment sûr on lui compte celle avec le Barça, mais bon. Il a joué, juste il joue pas en demi en finale, mais il joue avant. Ouais, voilà. Ouais, je sais pas. Mais bon, en tout cas, il est dans deux victoires en Ligue des Champions. Et puis, c'est un joueur qui a voilà, cette élégance, cette classe, encore une fois, comme je le dis, sur et en dehors du terrain. C'est un coach que j'ai très hâte de suivre. Je pense qu'il peut faire de vraies belles choses, notamment quand il aura un grand club entre les mains, et ça lui arrivera, peut-être même à Paris. Et je ne suis pas loin de le souhaiter. Donc voilà, en tout cas, je ne peux pas rajouter grand-chose par rapport à ce que vous avez dit sur Motta, mais c'est clairement mon titulaire. En remplaçant, je prends aussi Casemiro parce que, en effet, c'est un joueur que je peux adapter à peu près à toutes les situations. Et je ne pensais pas dire ça de lui, honnêtement. C'est un joueur pour qui j'avais assez peu d'estime, que je trouvais finalement assez neutre et qui arrivait à un peu surperformer dans ce Real qui tournait très très bien et qui avait, à l'époque, je me disais, beaucoup de réussite. En fait, voilà, il a pris une dimension aujourd'hui que je trouve vraiment très très intéressante, et il arrive un peu à faire ce mix entre la force physique brute et la qualité technique qui lui permet d'exister dans des situations pas toujours simples. Donc du coup, Casemiro en remplaçant aussi, parce qu'en effet il y a ce côté, je peux le mettre un peu où je veux, quand je veux, avec un peu tous les profils autour. Donc c'est très intéressant. Et sur Busquets, Busquets c'est vraiment une référence, un totem du Barça, mais déjà il y a ce côté pour juger quelqu'un, comme tu l'as dit Arthur, quand on l'a vu quasiment que dans un système, c'est toujours plus compliqué. Malheureusement c'est pas de sa faute, quand t'es formé au Barça, t'as pas forcément de raison de partir, mais c'est forcément plus difficile de le juger, en tout cas on le juge plus durement. Ça n'empêche pas que 654 matchs toutes compétitions confondues avec le Barça, c'est monstrueux, il va bientôt dépasser Iniesta. 133 sélections avec l'Espagne, il a égalité avec Xavi, c'est monstrueux. Il y a cette longévité, mais voilà, c'est jamais un joueur qui m'a impressionné, ou je l'ai même parfois détesté. Pas le joueur, mais l'homme. Mais ça, c'est complètement personnel, mais voilà, ça aide pas non plus dans mon jugement que je peux avoir de Busquets.
Donc du coup, voilà, ce classement se fait beaucoup à l'affect. Bon, on attendra de voir si on a des suiveurs qui nous réclament Casemiro titulaire. On attend vos avis sur cet épisode. Épisode encore très agréable à enregistrer. Donc on attend vos avis, comme je viens de le dire. On attend vos notes, vos partages, les commentaires, tout ce qui s'ensuit. J'ai plus qu'à vous remercier, David, Geoffrey, pour ce nouveau numéro. Et on a hâte d'enregistrer un nouvel épisode. Et pour vous dévoiler un petit peu les coulisses, ça va se passer dans la foulée, puisqu'on enregistre 2 épisodes dans la même journée. Voilà. Au charbon. Et à tout de suite, David et Geoffrey. À dans 2 semaines, amis auditeurs.